ça peut justement être très dangereux de prendre le départ d'un ultra et se dire, de toute façon, je sais que je vais aller au bout. Là, il n'y a pas pire. Et à partir du lundi, j'arrive à dormir. Et par contre, à partir du mercredi, là, tout ce que tu t'es mis en place, ça ne tient plus. Là, t'as envie de dormir tout le temps. Je vais dans le refuge, personne, tout est éteint. Moi, je me dis, ils avaient marqué sur le site de leur gars que des fois, les refuges, il n'y aura peut-être personne. Il faudra émarger une feuille qui charge la feuille. Je prends quand même de la bouffe, le refuge. Alors, ça fait du vol qu'il faut parce que c'est pas un refuge hors d'échéant, donc dans les glaciers. Donc, j'ai dû piquer un peu de petit-déj le matin. Et puis je ressors, puis je recharge ma trace, je la trouve pas. Et puis là, ça devient normal. Tu comprends que t'es très très loin. Tu sais quoi faire. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Jean-Marc Lavigne, deuxième passage sur le podcast. Le premier, ça date un tout petit peu quand même, c'était sur l'épisode 10. Aujourd'hui on est sur l'épisode 205. Il s'en est passé du temps depuis. Comment vas-tu, Jean-Marc ? Bah, ça va bien, en récup. Ouais, parce que là on va en parler. T'as fait un petit morceau là, hein, un petit truc de quelques jours. Quelques jours, ouais, c'est ça. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 10, et je pense qu'ils sont pas nombreux, hein, parce que tout le monde écoute évidemment l'ensemble des podcasts sur l'Instant Outdoor. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc Jean-Marc Lavin, 43 ans maintenant. J'habite dans les Côtes-d'Armor, du côté de Moncontour. Et je fais du trail depuis 2012. Distance au début, rapidement du 50 bornes, des trails du West Trail Tour, et puis je me suis mis au jeu en 2017 d'attaquer une diagonale des fous, et puis à partir de là, ça fait 5 ans où on enchaîne les ultras et on augmente un peu la distance chaque année, voilà, pour voir un peu si on est capable physiquement, mentalement, d'aller chercher toujours un peu plus loin. Ouais, parce que à ce que j'ai compris, Jean-Marc, toi, ton délire, c'est de voir jusqu'où tu vas pouvoir pousser ton corps. Donc là, visiblement, t'as pas encore trouvé la réponse ou t'en es où là ? On y arrive là. Là, c'était le Tour des Glaciers. Donc là, non, on commence à arriver à la limite. Alors pas forcément physique, même si on va en reparler, même si à un moment le corps il souffre. Mental, j'y suis pas encore à la limite. La limite, on en reparlera aussi, c'est le monde de jour et la gestion du sommeil. Alors si ça te va, moi j'aimerais bien qu'on découpe un peu notre épisode en peu en mode avant, pendant, après. Et alors ma première question, ça va être qu'est-ce que tu dirais qu'il faut avoir fait presque impérativement avant de se lancer sur un Tour des Glaciers ? Eh ben, faut avoir de l'expérience, aller étape par étape, surtout ne pas brûler les étapes, se connaître son corps, connaître sa logistique qui est énorme. Donc ça, c'est que l'expérience qui fera qu'on améliore chaque année la logistique. Et donc comment faut faire ? Alors, je suis pas forcément le meilleur exemple, mais faut commencer par des petits trails, et puis un 50 bornes, et puis un jour se dire 80, est-ce que je peux, et puis monter la distance. On est en Bretagne, aller faire quelques ultras en montagne, parce que la diagonale des fous, le Tour des géants, c'est pas l'ultramarin. Ça se prépare pas pareil, ça se prépare pas pareil. Et puis il faut aller petit à petit. Hein. Voilà, j'ai pas fait le Tour des géants, le Tour des glaciers du jour au lendemain. J'ai d'abord fait plusieurs ultras de 100, 120 bornes, 3 diagonales, l'UTMB, etc. Voilà, j'ai commencé vraiment en 2017 à passer sur l'ultra, et voilà, il m'a fallu 5 ans pour passer d'une diagonale des fous à un Tour des glaciers. Ouais, ton truc, toi, avant, c'était le foot, si je me trompe pas, et petit niveau, hein. Ouais.
Petit niveau, c'était le foot. J'étais nul, techniquement, je savais que courir. Voilà. T'étais à un milieu où les anciens tapaient des grands ballons et allez jeunes, cours. J'étais arrière droit où du coup le physique permettait de monter, de redescendre et puis voilà. Puis j'avais un peu de vitesse. C'était avant ça. Et voilà, et je m'en sortais comme ça, mais non, techniquement, c'était pas bon. Ah, c'est souvent intéressant de voir comme ça le passé avant de se mettre sur une discipline, pas juste voir son expérience qu'on a dans un sport et puis voir sur la globalité et l'ensemble du parcours. Parce que finalement, on se dit 5 ans pour arriver jusqu'aux Arts des Glaciers, c'est pas long. Mais si on prend tout ce que tu as fait avant avec notre sport, finalement, bon, ça, on se dit ok. Du coup, à partir du moment où tu as commencé le trail, vraiment, donc il s'est passé combien d'années avant d'arriver jusqu'aux Arts des 10 Glaciers? ans. 10 ans, parce que je me suis pété les ligaments croisés en 2010, donc opération 2010. J'ai essayé de rejouer au foot en 2011. Voilà, c'était plus possible parce que j'avais mon genou qui m'avait refait, j'avais du mal à le tendre. Donc j'avais deux jambes qui tendaient pas pareil. Donc pour courir, j'ai eu beaucoup de mal au début à courir et notamment la vitesse et le sprint où j'arrivais plus à sprinter. Donc en 2012, je me suis mis à faire des petits trails par chez nous. Et puis rapidement amené ce trail de 53 où je me disais waouh, 53 c'est énorme. Et voilà, et j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Avec l'idée en 2014, c'est ce que j'avais dit il y a 2 ans, 2014, voyage à La Réunion en famille, où je découvre une course que je ne connaissais pas. Je trouve le nom complètement génial et cinglé, Diagonale des Fous. Donc, et on était tombés en même temps, on était en vacances, on tombe pendant la course là, je vois l'île qui s'arrête de vivre autour de ça, et je dis waouh, waouh. Et je dis à ma femme et ma famille qui était là, je reviens dans 3 ans. Tu reviens dans 3 ans à faire, ouais. Et à partir de là, bah, tu mets les choses en place. Alors moi, je suis tout seul, hein, j'ai pas de coach, j'ai rien. Donc tu mets les choses en place tout seul. Tu mets les strides, tu passes du 54 au défi 33-54, et tu te dis que si tu n'arrives pas à faire ça, bah, voilà, tu fermes ta bouche et tu dis à personne que tu veux aller à la Réunion. Bah, c'est vrai, voilà, si tu n'arrives pas, tu n'arrives pas. Et puis ça se passe bien, et puis on augmente la distance, et puis 2017 j'y vais. Et puis bah voilà, j'ai un gamin au départ, un gamin qui a eu son jeu de Noël. C'était ça. Je me rappelle une photo, j'ai un sourire. Voilà, c'était. Et moi, mon rêve, alors on va en reparler aussi, tout le monde dit, mais un jour ton corps pourra plus. Peut-être, sûrement. Moi, j'avais un rêve, c'était de faire la diagonale des fous. Voilà, je l'ai fait en 2017. Voilà, j'ai eu mon jouet, mon cadeau de Noël, mon rêve. Je l'ai fait, ça s'est plutôt bien passé. Et après, j'ai eu la chance d'y retourner en 2018, 2019. Et puis à partir de là, voilà, j'ai commencé à augmenter la distance. Mais ça s'est fait, ouais, ça s'est fait crescendo. Ouais, parce que tu as quand même fait de belles places. Tu es arrivé top 50 de mémoire Alors, une année. Ouais. première année 83, bah, avec Lucas Papi. On Ouais. passe la deuxième nuit ensemble et on arrive le lendemain matin. Je savais pas qui c'était. C'est après que j'ai découvert le spécimen. 2018, je retourne tout seul là, avec mon cousin et un ami, à 43e. Et 2019, avec la team Bretagne Ultra Trail, et 38e. Hmm. Voilà. Ouais, déjà, quoi. C'est déjà des belles places sur une distance comme ça. Ah bah, c'est des meilleures places que ce que je fais en Ménestrail, hein, ou au Glazig ou autre chose. C'est sûr. Ouais, c'est C'est ça. sûr. Ouais. Ouais, parce que tu vois, tu te dis, bah, enfin, naturellement, je pense que beaucoup s'attendraient à ce que tu te dis, bah, tu fais 38e sur ces courses-là, il doit tout gagner, je pars chez lui. Ouais, par chez lui, il fait 50e. Ouais. S'il fait pas 70e. Ah non, je cours pas vite. Je commence à être bien, moi, après. Bien. Ou les autres, moins bien, après 100 bornes. Je vois bien, il y a un cap à 100 bornes là où je commence à rattraper du monde. Donc, Est-ce que tu l'expliques ça? bah, de plus en plus avec l'expérience, c'est que je cours pas vite, donc déjà je pars moins vite qu'eux. Donc ce qui fait que bah, je suis fatigué sûrement un peu moins vite. Et puis je suis endurant. Je pense que je suis endurant. Et puis je pense que j'ai la tronche. J'avance. Quoi. Je me pose pas 50 000 questions. Voilà, j'avance. Et ouais, je pense que je suis endurant et qu'à un moment, eux, ils partent vite. Et puis au fur et à mesure de la course, bah, la vitesse ralentit. Que moi, j'essaye d'avoir toujours à peu près le même rythme et garder mon cas. Et puis voilà.
Mais tu vois, ça c'est un truc que j'ai toujours trouvé étonnant, pourtant sur des courses comme ça, comme les Tours des glaciers, Tours des géants, ou même sur des ultras, on a quand même affaire à un public qui est expérimenté, qui a l'habitude de ces courses-là. Et pour autant, tu as toujours des gens qui partent trop vite. C'est bizarre ça, hein. J'ai du mal à comprendre. Après, le Tour des glaciers, ça part pas très vite. Là, ça part pas vite, et ce qui est logique, hein, t'en as pour une semaine. Mais une diagonale des fois, une UTMB, vu le plateau, je comprends, mais t'as toujours. Alors, que les élites partent vite, ouais, de toute façon, ils finissent vite aussi. Mais on a des gens lambda comme moi qui partent toujours vite, et puis tu les rattrapes, quoi. Tu les rattrapes, tu les déposes, et ils sont cramés, quoi. Et t'as envie de leur dire, arrête de faire ça. Et la fois d'après, ils refont pareil. Mais bon, voilà, faut comme ils veulent, hein. Donc s'il y a un message à retenir, chers auditeurs, ne partez pas trop vite, ça ne sert à rien, c'est long. J'ai lu ça l'autre jour. Je me demande si c'est pas sur ta page, je sais plus, un conseil pour. C'est pas toi, t'en as eu ça l'autre jour, un conseil pour un ultra. Et je voulais marquer ça justement. Partez Oui. lentement. Partez lentement. On a le temps. On en a pas. Une diagonale, on en a pour une trentaine d'heures, hein. Mais comme moi, une trentaine d'heures. Donc on a le temps, hein. On a le temps d'en rattraper. On n'a pas besoin de pas s'énerver. Faut pas s'énerver. Non. Et puis il faut surtout regarder parce que si au bout de 50 bornes, on est cramé. Et là, ça met du temps à revenir. Donc non, faut partir doucement. Ça, c'est Audrey Tanguy qui, quand j'ai passé le DU de trail running à Grenoble, qui avait dit ça, et ça m'a marqué en fait ce conseil, et elle le disait surtout dans les descentes en fait, de ne pas s'emballer dans les descentes, parce que toute la fibre que tu as pété dans les descentes, eh ben, tu la récupères jamais. Et si tu la pètes dès le début, et ben après tu souffres, hein. Eh ben, on est bien d'accord. Alors moi déjà, je suis pas très bon en descente, mais effectivement, je vais doucement dans les descentes. Et ça m'empêche que les premières descentes, je me fais larguer. Et puis au fur et à mesure dans la course, plus ça va, moi je me fais larguer dans les descentes parce que les mecs, ils sont comme moi, ils peuvent plus descendre, quoi. Bon, mais elle a raison. Pour préparer un tour, alors tu disais que tu n'avais pas de coach. Non. C'est un choix, c'est parce que tu n'as pas envie d'avoir quelqu'un qui te dit quoi faire, c'est pourquoi? C'était pas un choix, c'est que j'y ai jamais pensé. Je reviens en 2017, je commence à faire du long. Il y a 5 ans, on parlait beaucoup moins de coaching, de coach et machin. Effectivement, maintenant, j'ai l'impression que tout le monde en a un. Donc, c'était un choix sans être un choix, c'est que j'en ai pas pris parce que, voilà, on en parlait beaucoup moins et j'en sentais pas le besoin. Je vais pas dire qu'aujourd'hui j'en sens le besoin, mais ça fait 5 ans que j'ai un programme que je m'étais trouvé et fait. Ça fait 5 ans que je tourne autour du même programme. Je vois que des fois, voilà, des fois, t'en as marre de faire les mêmes sorties. Alors, c'est mon problème. Et puis, comme j'ai beaucoup écouté les podcasts pendant ma course, ça m'a fait réfléchir. Et il y en avait notamment avec, comment il s'appelle, Christophe Mallardet. Et effectivement, mon programme, c'est toujours le même, c'est toujours à peu près les mêmes choses. La semaine, j'ai très peu de temps, donc je le fais le midi, c'est que 3/4 d'heure, donc c'est la même chose. Le week-end, les séances longues. Alors oui, c'est crescendo, j'ai un truc qui est bien fait, mais globalement, ça reste la même chose. Et je me dis que là, j'arrive peut-être à la saturation de ces choses-là. Alors, c'est pas forcément pour ça que je vais prendre quelqu'un, parce que j'ai pas forcément besoin de quelqu'un pour me pousser à aller sortir, etc. Mais par contre, j'ai peut-être besoin d'être conseillé, guidé, et quelqu'un qui me casse un peu mes plans d'entraînement. Ouais. Alors, est-ce que c'est un coach? Est-ce que c'est parler avec d'autres, des connaissances? Je sais pas. Mais effectivement, la question peut se poser aujourd'hui. Parce que tu vois, quand tu commences la discipline, et tu l'as dit tout à l'heure, faire 50 et quelques kilomètres, tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je vais y arriver? Et puis tu augmentes progressivement les distances, et puis tu te rends compte que tu y arrives toujours jusqu'au Tour des Glaciers, où tu y arrives encore. Maintenant, en fait, je pense que tu vas arriver, tu vas me dire si je me trompe, mais tu vas arriver au départ d'un ultra sans même te poser la question de savoir si tu vas arriver au bout. Alors oui, il peut se passer plein de choses, on peut se blesser, on peut tomber, mais en fait, physiquement, tu sais que tu es capable d'aller au bout. Ouais. Est-ce que là maintenant, tu n'arrives pas à un moment où
tu as envie d'aller chercher peut-être un peu plus de performance? Alors, deux choses dans ce que tu viens de dire. Ça peut justement être très dangereux de prendre le départ d'un ultra et se dire, de toute façon, je sais que je vais aller au bout. Alors là, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire parce que si tu commences à penser ça, ta prépa, tu la fais pas à fond. T'arrives, t'es pas préparé comme il faut, tu peux partir un peu trop vite et effectivement, c'est très dangereux ça. Et, tu vois, j'ai fait Andorre fin juin et justement, je suis arrivé à Andorre en me disant c'était 105 bornes, une formalité quoi. Et c'est pas bien. Alors je m'étais bien préparé, mais penser comme ça, c'est pas bien. Je savais que j'allais le finir et je l'ai fini et je suis même très content de mon chrono. Mais l'état d'esprit là, j'ai pas aimé parce que non, 105 bornes, c'est pas une formalité. Il peut se passer plein de choses. T'en as pour 24 heures, plus ou moins 4 heures. Et donc faut tout le temps dans notre prépa, dans le reste de l'année, être toujours à se remettre en question et se dire non, non, c'est un ultra, c'est 100 quelques bornes, c'est en montagne. T'as pas le droit de te dire que ça va être facile. T'as pas le droit de te dire que c'est une formalité. Et tu dois sortir pareil le dimanche matin, qu'il pleuve, qu'il vente, soleil, tu vas pareil, tu vas faire tes 4-5 heures, voilà. Donc ça, je reste vigilant. Et comme j'ai pas de coach, bah, c'est à moi d'être vigilant. Ton autre question, chercher la performance. Eh ben, j'ai commencé cette année. Pour être transparent, Port des Glaciers, je regarde les chronos de l'année dernière. Le troisième, il met 158 heures l'année dernière. Je sais que si je le tape autour de 150 heures, je peux faire quelque chose. Donc, j'étais parti dans l'idée de faire quelque chose. Alors, je fais 10e. Le top 10, c'était mon minimum syndical dans ma tête. Mais en réalité, voilà, je voulais accrocher un top 5 parce que les 5 montent sur le podium. Sauf que cette année, on était 150 au départ au lieu de 60 l'année dernière. Et qu'il y avait plus de monde, plus de plateaux. Et effectivement, il y avait des bons trailers devant moi. Et puis, comme je me suis perdu, que j'ai perdu 5-6 heures, plus après l'énergie, la force, etc. Ben, voilà. Le top 5, il se joue à 6 heures, je crois. Donc, la prochaine fois, j'éviterai de me perdre. Et puis ce sera peut-être accessible. Mais voilà, l'histoire est que celui qui fait troisième l'année dernière, mais 158 heures l'année dernière, cette année, bah, il finit, c'est un Roumain, il finit derrière moi, 11e. Donc voilà, si j'avais fait les dernières, peut-être que. Mais il fallait d'abord finir les géants, et puis chaque année est différente. Donc, et devant moi, les autres, ils se sont peut-être perdus aussi. Donc voilà, ma 10e place et ma 10e place, et puis on ne fera pas la course. Hein. Ouais, c'est Sébastien Réchon qui termine premier, 123h57. C'est hallucinant, il met 10 heures au deuxième. Il met 10 heures à Lucas Papi. Ouais, c'est assez incroyable. Sébastien que j'ai reçu sur le podcast, qui est un personnage fabuleux, haut en couleur. Et qui est habitué de ces petites expéditions comme ça, un peu en mode off, en mode vraiment à l'aventure. C'est ce qu'on m'a dit à l'arrivée. Bon, lui, on l'a pas vu. Hein. Il est parti, pas vu. Moi, je suis parti. Je m'étais dit, faut pas que je sois devant Lucas Papi, parce que Lucas Papi part toujours doucement et il fait des remontadas. Et je m'étais dit, faut pas être devant lui, il y a aucun intérêt. Sauf que ne pas être devant Lucas Papi la première nuit, eh ben, faut être en marche arrière. Hein. Il avance pas. La première nuit, première petite côte, il marche, donc je marchais. Et je crois que j'ai même perdu la ravito, je me suis retrouvé devant. Lucas Papi, la première nuit, quand on peut partir doucement, il est temps. Et après, par contre, il garde son rythme. Il garde son rythme, notamment en côte. Et puis, bah, il remonte et puis il rattrape. Sauf que là, le premier est tellement parti vite qu'il l'a pas rattrapé. Ouais. Il l'a pas rattrapé et puis il a même continué à le distancer. Ouais, c'est incroyable. 10 heures d'écart, c'est. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Alors justement, cette histoire de gestion, parce que tu sais que ça va être long de toute façon, est-ce que tu t'étais fait en amont avec, parce qu'on va en parler aussi de tes assistants de choc, tu t'es fait en amont tout un plan de course que tu devais respecter et est-ce que tu as réussi à le respecter si tu l'as fait? Je me fais un roadbook à chaque fois qui est sur moi avec les endroits où je vois mon assistance. Parce que là, il n'y avait que 3 bases de vie. Pour le Tour des Géants, il y en a 6. Donc, 3 bases de vie, la première à 160 bornes. Donc, ça veut dire que base de vie, tu as ton sac qui te suit
Donc ça veut dire que la première fois que tu peux récupérer du matériel et d'échange, c'est 160 bornes. Ce que je trouvais très compliqué. Chaussettes, t-shirts, batterie blanc frontale, recharger la montre, parce que tout se faisait à la montre. Je trouvais ça chaud, donc j'avais mis des refuges, et là ils ont été très très bons, où mes assistants leur rejoignaient. Globalement, tous les 70 bornes, un truc comme ça, 60-70 bornes. Ils me rejoignaient, là ils ont crapahuté. Hein. Là c'était, ils ont fait aussi leur petit ultra. Ils montaient au refuge, ils m'amenaient. Donc moi je prépare en amont chez moi à la maison des sacs avec le nom des refuges, le kilométrage, et puis je mets dedans ce que j'ai besoin. Chaussettes, t-shirt, t-shirt blanc jaune pour la nuit, batterie de frontale, pâte de fruits, etc. Quoi. Donc voilà, il y avait ça, et puis je m'étais mis des temps, hein. Je m'étais mis quelques temps, mais bon là-dessus, je mets un peu au hasard, tu sais pas du tout combien de temps tu peux mettre. Mais ouais, je m'étais mis des temps de passage pour voir un peu si j'étais dans mes passages. Et puis je mets aussi toujours les barrières horaires, même si je sais que normalement je suis dedans, mais on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Donc j'ai toujours les barrières horaires qui sont marquées en rouge sur mon roadbook pour voilà, au cas où voir comment je me situe. Ah, puis même si tu es largement en avance, en fait, ça rassure et ça fait Ouais. un petit côté positif. Oh, Ça rassure, et bien. puis si à un moment ça va pas et que tu as 12 heures d'avance, eh ben écoute, si l'objectif est d'aller au bout, eh ben tu dors s'il faut pendant 6 heures, et puis voilà, et tu repartiras, tu es toujours dans les barrières horaires, donc c'est bien de savoir comment elle se situe, complètement. Hmm. C'est quelque chose qui est, je trouve, ultra difficile. Alors, peut-être que tu t'es servi de tes temps de passage pour, sur le Tour des Géants. Du tout, non, du Non? tout, parce que on emprunte très peu finalement le même parcours que le Tour des Géants. Il y a quelques tracés communs, mais c'est pas énorme. Non, non, je m'étais basé sur 4 km/h de mémoire les premiers jours. Et puis après, alors, pause incluse, hein, refuge, dormir, etc. Et après, j'avais diminué 3,5, 3, 2,7 et 2,5. Et tu vois, je crois que je suis une moyenne de 2,8 après ce qu'on m'a dit, je ne vais pas calculer. Donc finalement, j'avais mis trop vite. J'avais mis trop vite. J'avais fait mon roadbook sur 140 heures. Quand tu sais que l'année dernière, Papier avait gagné en 138 et que l'année d'avant était à 134. Donc effectivement, je m'étais un peu foiré de 12 heures. Après, je me suis perdu, j'ai perdu 6 heures. Donc, globalement, je m'étais trompé de 6 heures sur 150 heures. C'est pas non plus. Ouais, ça va. Ça va. Ouais, c'était à peu près bien fait. Ouais. Ça va. Alors, tu vois, ça c'est la prépa logistique, la prépa physique avant la course. Ça ressemble à quoi une semaine classique parce que tu sais que tu prépares. Est-ce que la prépa pour préparer une diagonale et pour préparer un Tour des Glaciers, foncièrement, elle change beaucoup? Non, pour moi, Non. non. Alors, diagonale, j'étais à 5 sorties semaine à l'époque. Depuis 2 ans, à Swiss Peak, j'étais passé à 6-7. Et là, je me pose la question, vraiment, si c'est pas trop. Et notamment, hein, je te redis, hein, parce que j'ai écouté tes émissions pendant la course, m'a fait me poser des questions. Si c'est pas trop, alors, je mets une sortie de vélo dedans, mais là, fin de prépa, de toute façon, au mois de juillet, j'ai pas pu le préparer, puisque mal à un genou qui m'a généré un mal de dos, infiltration dans le genou début août. Donc, des fois, tu dis, tu arrives peut-être un peu au bout, là, et à en faire de trop. Donc, je me demande ma prépa s'il faut pas que, effectivement, que je mette du repos dedans. J'ai toujours entendu que le repos faisait partie de la préparation. Sauf que tête de caboche que je suis, je me disais, il faut que j'enquille, donc je le faisais pas, mais je crois qu'il faut que je le mette. Et puis j'ai 43 ans, donc j'en ai plus 30. La prépa, bah, une semaine type, c'est, je travaille pas le lundi, donc c'est plutôt vélo le lundi, de 2 à 4 heures selon où j'en suis dans la prépa. La semaine, c'est des sorties de 3 quarts d'heure parce que je travaille dans une banque, j'ai pas de quoi me toucher, donc je vais en salle de sport. J'ai une salle de sport qui est à 5 minutes. Je vais en salle de sport, je me change, je cours dehors de 3 quarts d'heure, et puis je reviens, je me douche, et puis je fais mon boulot, j'ai ma gamelle, je le fais en 5 minutes. Puis voilà. Donc le mardi, c'est ça. Le mercredi soir, c'est plutôt des côtes. Alors, mercredi, soit le midi au boulot des côtes, mais ça c'est au début quand je fais que 3 quarts d'heure, et puis quand je commence à taper plus d'une heure, voire 2 heures de côte, ben, c'est par chez moi. Donc ça, c'est les côtes comme tous les Bretons. Hein, tu trouves une côte, soit une côte assez raide, soit des escaliers, puis tu les tapes. Hein.
Et tu fais le yo-yo. Je fais le yo-yo, puisqu'on n'a que ça. Le jeudi, le vendredi, c'est des sorties de 3/4 d'heure. Alors, des fois, dans mes sorties de 3/4 d'heure, j'entends mettre une avec du fractionné. Je déteste ça. C'est pas mon truc, mais de temps en temps, ça fait du bien. Et puis, ça change. Et puis, le week-end, c'est la sortie longue. Alors, l'hiver, plutôt avec les copains, ce qui est plutôt sympathique et c'est un moment de convivialité. Mais quand tu es en juillet-août, là, il y a malheureusement plus de copains parce qu'ils sont soit en vacances, soit eux, ils ont fait un ultra en juin-juillet, puis bah, ils lèvent les pieds. Et là, tu te retrouves à faire tes sorties 3, 4, 5 heures tout seul. Et là, à un moment, t'en as marre. C'est là aussi que tu travailles de montagne. Donc voilà, donc j'alterne hein, vélo, sortie courte, sortie longue, fractionné, et puis côte, et puis on fait tout ça. Mais donc voilà, 6-7 par semaine, mais je me pose la question. Hmm. Là, je me pose la question de réduire, et puis tout dépendra des futurs objectifs, mais je ne referai pas 300 km l'année prochaine, je pense pas. Donc l'année prochaine, c'est possible que je redescende à 5 et que je me repose un petit peu. Faire une petite année de transition pour ranquiller l'année d'après. Ça, mais c'est sûr que ça, c'est un conseil qui est souvent donné dans le podcast, alors que ce soit par moi, avec ma petite expérience, ou par les invités que je reçois. Et c'est vrai que des fois de diminuer et puis de changer avec autre chose, que ce soit du crossfit, du renforcement musculaire, comme tu le fais, du vélo ou autre chose, c'est en fait, tu te rends compte que tu vas développer d'autres choses, et puis et c'est au final extrêmement bénéfique. Alors des fois, tu te dis, bah ouais, mais mon sport, c'est la course à pied, il faut que je cours. Ouais, mais pas, en fait, pas toujours, c'est assez contre-intuitif. Ouais, complètement. Et ok, ouais, hyper intéressant. Ok, ok, ok. Donc ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein, que la prépa, finalement, entre partir sur une diagonale ou partir sur un tort des géants, un tort des glaciers, au bout d'un moment, en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence, en fait, sur la prépa en elle-même, quoi. C'est pas parce Non, que ça va être mais non, parce qu'une diagonale, tu pars déjà sur 170 bornes, donc ouais. faut pouvoir les enquiller. Alors après, dans ma prépa, je pars pas faire des stages en montagne, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai d'autres activités à côté, parce que j'ai une famille. Donc par contre, j'essaie de caler un ou deux ultras, c'est ce que j'ai fait cette année, en amont. Donc un au mois d'avril, un fin juin, des ultras de 100-120 bornes, commencer à aller un peu en montagne et puis me faire un peu mal aux cuisses, parce que nos séances de côte ici, nos descentes sont pas assez longues pour te casser de la fibre. Donc Hmm. c'est très bien ce qu'on fait pour travailler la côte, mais la descente, moi j'ai trouvé une côte sur Béliard, elle fait 1 km, 100 D+, donc j'ai quand même 1 km de descente. Mais voilà, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. T'es pas en montagne en train de te taper de la descente pendant 2 heures. Donc ça, faut aller faire des trails plus petits des fois en montagne pour voilà pour l'expérience de monter descendre et puis le terrain aussi. Bien sûr, bien sûr. Et puis voilà, sur la TDS, il y a un truc que j'ai découvert, c'est que j'étais assez sensible à l'altitude, et notamment en côte. Autant sur la descente, ça allait, j'avais pas de problème du tout, mais quand on arrivait sur les sommets, tu sentais le cardio qui montait direct. Et en fait, comme tout le monde m'avait dit, ouais, de toute façon, tu vas marcher dans les côtes, bah, je m'étais pas entraîné à faire monter le cardio aussi en montée. Et du coup, avec l'altitude, le cœur qui monte plus rapidement dans les tours, et ben j'étais pas du tout habitué, en fait, et en fait, bah ça, si tu vas jamais en montagne, tu le sais jamais. Donc Complètement. il y a plein de choses comme ça que tu vas découvrir avec l'expérience, en allant sur le terrain que tu vas. Mais la meilleure expérience, c'est d'aller faire quelques trails en montagne. Hmm. Plutôt. Ouais, bien sûr, c'est sûr que on a beau être un petit peu chauvin à dire que notre terre, c'est la plus belle et qu'on peut préparer des trucs énormes, mais il faut quand même y aller de temps en temps. Il faut y aller de temps en temps. Ouais. Voilà. Ok. Du coup, autre question sur la partie sommeil. Je t'en doutais qu'on allait en parler, hein. Forcément, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, parce que enfin voilà, il y a tellement de questions par rapport à ça. Est-ce que tu avais préparé en amont cette partie-là, et si oui, comment, ou plutôt feeling? Euh, préparer, non. Renseigner, oui. L'année dernière, au Tour des Géants, et je crois qu'elle s'explique aussi, on dormait un peu n'importe comment. Je suis fatigué, je m'arrête 3/4 d'heure, je m'arrête 1 heure, sauf que je me suis un peu renseigné depuis.
Le sommeil, c'est cycle de sommeil, c'est soit 20 minutes, tu prévois une demi-heure de t'endormir, c'est soit une heure et demie. Trois quarts d'heure, une heure, tu te réveilles en plein milieu d'un cycle et t'es pas bien. Donc je savais que c'était une heure et demie. Donc du coup, départ le vendredi 20h. La première nuit, tu l'as fait. La première journée, tu l'as fait. Tu peux faire une deuxième nuit, c'est ce qu'on fait sur une diagonale. Là, aucun intérêt, puisque tu sais que tu pars pour 6-7 jours. Donc deuxième nuit, dodo une heure et demie. Alors je m'arrangeais aussi à dormir plus tôt la nuit parce que c'est la nuit qu'on a envie de dormir. Parce que c'est la nuit qu'on a envie de dormir. Et d'aller essayer de dormir en journée, t'as du mal. Donc, mais après, j'essayais, mais c'est pas toujours comme ça que ça s'est passé. Euh, donc première nuit, bah, une heure et demie de sieste, voilà, gros dodo. Donc ce que je faisais à peu près chaque journée, c'était une heure et demie de gros dodo, qui te fait du bien, mais aussi au corps. Mine de rien, ça te remet les jambes un peu en ordre. Les petites douleurs que tu as à droite à gauche, et bah, bizarrement, tu l'aides, t'en as moins. Et puis c'était une sieste 10-12 heures après, quoi, de 20 minutes, une demi-heure. Alors ça, c'est dans les textes, hein. C'est comme ça que ça s'est à peu près passé les premiers jours. En tout cas, le samedi, le dimanche, j'ai pas réussi à dormir. J'ai pas réussi à dormir, j'étais énervé. Parce que tu t'allonges, tu essaies de t'endormir, tu n'arrives pas. Et à partir du lundi, j'arrive à dormir. Et par contre, à partir du mercredi, jeudi, là, bah là, tout ce que tu t'es mis en place, ça ne tient plus. Là, tu as envie de dormir tout le temps. Donc, je dormais une heure et demie. Je faisais ma sieste. Par contre, des fois, sur le chemin, tu t'arrêtes, quoi. Tu t'arrêtes. Juste sur un rocher, tu te poses un peu. Ça dure 5-10 minutes et puis tu repars. Et une fois en pleine nuit, j'essaie de me mettre sur le bord du sentier, sauf qu'elle piquait les herbes. Donc, je me mets carrément sur le sentier. Il n'y a personne devant, personne derrière. Tu me mets sur le sentier 20 minutes, là, t'es en plein milieu du chemin par terre, en train d'essayer de dormir, quoi. Donc plus ça va à la fin, plus c'est compliqué. Et de toute façon, je l'ai déjà dit l'année dernière que je pensais que la limite était là. Et je le confirme, en tout cas chez moi. Je pense que la limite, elle est physique, mais physique au bout de 100 bornes. De toute façon, au bout de 100 bornes, tout le monde a mal aux jambes, hein. Donc après, tu y vas parce que t'es dedans et ta tête est plus forte. Le mental, si tu l'as, ben, je sais pas jusqu'où on peut aller, souvent, parce qu'on peut être très loin. Par contre, c'est le sommeil. C'est le sommeil. C'est qu'à un moment, t'as envie de dormir. Et les 2 derniers jours, nouveauté, ton corps avance, ton corps marche, avance parce qu'il est habitué à marcher, mais à avancer, et que c'est le message que tu lui as transmis. Et par contre, ta tête à côté dehors. Tu as le sentiment d'avoir deux personnes, deux Jean-Marc, un qui marche, et l'autre à côté avec la tête sur le côté qui est en train de dormir, quoi. Alors les yeux ouverts pour voir les cailloux. Et là, je me suis dit, waouh, ouais, c'est assez étrange. C'est assez étrange. Et puis, lucidité, t'es plus tellement au rendez-vous. On se casse pas la gueule, ce qui est très étonnant. Mais ouais, à un moment, tu as l'impression de dormir en marchant. Et est-ce que tu as des fois, tu avais cette envie de dormir forte, puissante, et tu arrivais à résister à ça? Ouais, ouais, mais les derniers jours, c'est que ça. C'est que ça. Et tu résistes à ça. Mais je te jure, mais tu résistes tout en ayant l'impression de dormir en marchant. Mais tu résistes quand même. Tu te mets l'eau dans la figure, tu te mets des calottes, et puis, mais c'est extrêmement dur. C'est une lutte perpétuelle contre l'envie de dormir. Et c'est surtout la nuit. Quand le jour se lève, ça va mieux. La nuit. Et puis la nuit, elle commence à 20h30, 21h. J'ai des poules chez moi maintenant, et les poules, elles montent se coucher, il fait encore jour. Tu sais, quand le soleil commence à se coucher, il fait encore jour. Et ben, c'est pareil, il fait pas nuit. Donc, dès que le soleil commence à baisser, tu as les poules, tu as envie d'aller te coucher. Et tu as tes yeux qui commencent à tomber, là, et tu sens que la nuit va arriver, quoi, alors qu'il fait encore jour. C'est impressionnant. Et c'est le moment aussi, alors j'adore où les vaches se mettent à repâturer, et que ça carillonne dans la montagne, c'est magnifique. Mais ce moment-là, ouais, tu sens que la nuit va arriver, tu te dis, bon, on est parti pour 12 heures, et là, ça va être dur. Là, ça va être dur. Je sais pas, en fait, ce sujet-là du sommeil, là, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Écouter, résister et dormir plus longtemps? Je sais pas, j'ai pas assez d'expérience. Je peux pas te répondre. J'ai une Swiss Peak, un Tour des Géants, un Tour des Glaciers, c'est tout. Donc j'ai pas assez d'expérience pour apporter la réponse parce qu'une diagonale de nuit blanche, ça passe parce que la deuxième, tu sais que tu arrives moi le lendemain matin, donc voilà, ça passe, tu sais que tu arrives.
Là, j'ai pas la réponse. Alors, pour avoir la réponse, il faudrait que j'en fasse une CPD, mais plus pour un moment trouver justement la bonne solution. Et puis, je pense qu'on est tous différents. Et je pense qu'on est tous différents par rapport à ça. Donc, certains ont besoin sûrement de moins, d'autres peut-être plus. Et t'as raison dans un truc, c'est, je te dis 1h30, mais peut-être que s'arrêter 3/4 d'heure, 3-4 heures, serait plus bénéfique et permettrait d'aller plus vite après, d'être plus lucide que de faire ce que j'ai fait. Peut-être, hein, je sais pas. Ça, par contre, je sais pas. Et comme je l'ai pas testé, je peux pas répondre. Mais c'est possible que ce soit plus réparateur et que tu ailles mieux et qu'on aille mieux après. C'est fort possible. Ça, c'est, je sais pas trop. Je vais m'entourer et puis je vais recevoir d'autres personnes sur ce sujet-là. Et j'ai un podcast qui est prévu avec un navigateur dans peu de temps. C'est un sujet sur lequel eux, ils ont une belle avance, je pense, sur nous, sur le sujet de la gestion du sommeil, parce que quand tu pars tout seul sur un bateau, et ben là, t'as pas le choix, quoi. Faut tenir la barre, quoi. Je suis curieux d'entendre parce que d'après ce que j'ai compris, eux, c'est pas 1h30, hein, c'est beaucoup moins. C'est plutôt c'est plus de sieste, 10-15 minutes. Ah, c'est ça. Je sais pas comment ils font à récupérer. Et puis ça dure des semaines, c'est 2-3 semaines. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas comment ils font. Je sais pas. Ok. Parce que c'est vrai que ça, c'est un point, j'ai trouvé ça tellement violent. Et puis, en fait, il y a des personnes qui, comme tu disais, hein, on est tous différents, il y a des personnes qui arrivent mieux à le vivre que d'autres. Ouais, je pense. Je pense qu'un Lucas Papi, il dort pas beaucoup. Mais tout le temps, quoi. Je pense peut-être, je sais pas si au quotidien, les nuits qu'il fait. Je pense que de toute façon, son rythme, il fait la Swiss Peak du soir avant. Ça veut dire qu'il ne dort pas non plus 4-5 jours, 10 jours avant. Je pense que c'est quelqu'un qui ne doit pas dormir beaucoup. Alors après, il se connaît. Mais ouais, je serais curieux de savoir combien d'heures il dort par nuit. Il a une force physique et contre son sommeil. Parce que les gens fatigués, c'est impressionnant. Ouais, parce que si tu cumules en fait tous les temps de sommeil que tu prends et que tu les enlèves au chrono, finalement en fait, oui, tu récupères, ce qui te permet d'aller un peu plus vite, donc au final c'est pas du temps de perdu, mais quand même quoi, si tu es capable de récupérer autant en moins de temps. Ah bah oui, c'est magnifique. Bah oui, on est d'accord. Ouais. Mais là, toi le premier, je sais pas combien il a dormi, etc. Mais ça, je pense qu'il faut de l'expérience, l'essayer, le réessayer, retenter, faire différemment. Et là, il faut faire régulièrement des ultras d'une semaine. Et perso, j'ai pas le temps. Et je ne sais pas si j'ai envie non plus. Ouais, parce que c'est violent quand même. Enfin, pour le corps. Ouais, c'est violent. Là, tu vois, on va déjà rentrer un petit peu dans l'après, mais finalement, tu vois, t'as mis combien de temps? Enfin, je sais même pas si c'est. Là, on est le 3 octobre pour le jour d'enregistrement. Ça fait déjà quelques temps que t'es rentré, mais. Ça fait 2 semaines et demie que c'est terminé, je suis pas revenu. L'année dernière, Tort des Géants, 15 jours après, je recourais avec les copains. J'ai retrouvé ça sur Facebook, une publication. 15 jours après, 18 bornes avec les copains. Et là, on a 2 semaines et demie. Je suis extrêmement fatigué. Je continue à me réveiller la nuit en étant trempé. Je transpire. Je transpire pas la nuit. Je transpire, je suis trempé. Je ne sais pas ce que mon corps évacue. Il m'avait fait l'année dernière aussi, mais un peu moins longtemps. Je ne sais pas ce que le corps évacue. Je suis trempé. J'en ai parlé au médecin l'année dernière, mais c'est pas bon. Donc trempé, je sens que j'ai pas de force, j'ai perdu énormément de cuisses, voilà. Je soigne mes pieds qui ont fini dans un état pitoyable, ce qui a fait que les dernières heures, je ne sais plus rien. Donc non, 2 semaines et demie après, je suis encore pas remis, bien fatigué, j'ai pas repris le sport et je ne sais pas quand je vais le reprendre. Et une chose est sûre, ce ne sera pas courir, parce que je ne me sens pas capable de courir aujourd'hui. Je vais reprendre du vélo tranquillement, et puis on verra après. Non, là c'est violent. C'est violent. Ah, c'est intéressant ça, ces sudations là que tu décris, ça m'arrive aussi. Et je sais pas pourquoi non plus. Alors s'il y a dans les auditeurs des gens qui vivent ça aussi et qui ont une explication, ça m'intéresse et je le partagerai. Moi aussi, parce que le médecin ne savait pas. Donc, je ne sais pas ce que le corps peut évacuer. Puis on est 15 jours après.
Ouais. C'est qu'à un moment, il continue à évacuer quoi, je ne sais pas, mais trempé. Ouais, surtout que ça a un lien forcément, parce que si ça t'arrive pas du tout autrement, Jamais, jamais. jamais. Je transpire jamais la nuit, rien. La semaine qui a suivi, je me levais, alors déjà, sommeil très très haché, je me réveillais toutes les heures, heure et demie. Puis en plus, j'étais trempé et à changer de t-shirt 3, 4, 5 fois dans la nuit. Ouais. Mais trempé, quand je dis trempé, t'as été dehors sous la flotte et tu rentres, t'es trempé, quoi. Il est trempé. C'est bizarre. Alors tu disais les pieds, t'as souffert des pieds. Ils ont pris cher, ouais. Ouais. La bêtise, et pourtant j'ai de l'expérience maintenant. Avant, je ne mettais pas de noc. Et puis tout le monde, beaucoup en mettait. Je me dis, oh, pourquoi il met de la noc? Et moi, c'est toujours des ampoules, des orteils défoncés. Puis un jour, j'ai mis la noc, j'ai dit, waouh! Et depuis, je noc bien. Et ce que m'a dit un peu de l'autre en rentrant, je comprends pas qu'il y ait autant d'ampoules alors que tu mets de la noc. Et l'erreur que j'ai faite, et pourtant j'ai de l'expérience, à mi-parcours, à une base de vie, je vais voir les kinés parce que j'ai mal au genou droit. J'ai une grosse douleur et donc ils me massent et puis ils me font un strap. Et puis j'ai 2-3 petites ampoules qui se prolongent sur les doigts de pied et ils en profitent pour me les soigner, super, pour me mettre un pansement, un petit bandage autour des ampoules, super. Et puis, je ne sais pas pourquoi, à me mettre des bandages autour du pied dessous et au-dessus. Pourquoi pas? En même temps, sur l'instant T, c'est génial, ça fait du bien, ça protège. Et puis à l'arrière aussi, parce qu'il y avait quelques frottements sur l'arrière de la chaussure. Donc je sors là, j'ai les pieds bandés d'un peu près partout. Donc je mets des chaussettes, je mets plus de noc puisqu'il n'y a plus de place pour mettre de noc. puisqu'il y a du bandage. Et on a mis course. Et puis ça passe une journée comme ça, nickel. Et la deuxième journée, la nuit, il s'est mis à pleuvoir. Les 3 derniers jours, il pleuvait un peu la nuit. Il s'est mis à pleuvoir. Leur bandage, je ne supporte pas l'humidité. Donc les bandages se défont. Donc déjà, traîne dans ta chaussette. Et puis, pas de noc. Ouais, et ça a commencé là. Et puis tu sens que ça pique d'un côté, et puis de l'autre, machin. Et puis une fois que ça pique et que tu as des ampoules, c'est trop tard. Et puis là, j'ai fini la dernière journée, et notamment la dernière nuit et les dernières descentes. J'ai compté à la fin 15 ampoules, entre partout sur les orteils et les pieds derrière, sur les côtés, dessous. 15 ampoules, plusieurs éclatées, donc ça fait mal. Les orteils, les gros ongles, ils étaient plus noirs, hein, puisque ça c'est une côte plus sur le tac. C'est bon, celui-là il a sauté. Donc, sauf que ça te gêne un peu. Chaque descente c'est affreux, ça tape dedans. Si jamais tu prends un caillou dedans, ouais. J'ai fini. La dernière descente, tu mets 1 heure pour la faire. Ça peut mettre moins de 3 quarts d'heure. J'ai dû mettre 1h40. Je n'avançais plus. Les dernières, je la courais, je me rappelle, je n'avançais plus, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus courir. De toute façon, l'arrivée, je la fais en marchant. J'ai plus envie de courir. Même si c'est l'arrivée, tu dis pour le film, tu vas la faire en courant. Non, j'avais pas envie. J'avais pas envie, j'avais le pied, je ne pouvais plus. Non, la fin, et tu vois, j'ai toujours dit, tu ne bâches pas un trail parce que tu as des ampoules. J'ai toujours faire ma gueule en disant ça. Et je t'avoue, François, que s'il y avait eu 50 bornes de plus, je ne suis pas sûr que je les aurais fait. Parce que là, avec autant d'ampoules, je ne sais pas comment j'aurais fait. Alors, tu me dis, aussi, tu les aurais fait en marchant. Ouais, ça aurait été long. Ouais, je les aurais fait en marchant pour aller. Mais ça aurait été long il y a atroce. Non, les pieds, mais tout ça parce que les prochaines fois que j'ai des podologues qui viennent me soigner les ampoules, ok, les ampoules, mais rien d'autre. Vous ne touchez pas au reste. S'il n'y a pas d'ampoule, vous ne mettez pas de bandage. Ça ne sert à rien du tout. Et ça m'empêche de mettre de la noc. Non, vive la noc, et puis c'est tout. Ouais, ça c'est un des apprentissages que j'ai eu grâce à Olivier Garcin sur le podcast, qui est intervenu plusieurs fois. Je crois que j'ai eu 4 épisodes avec Olivier et ça, ce sujet de comment traiter les ampoules, tu te rends compte que même les podologues qui viennent sur les courses, ils sont pas tous au fait du truc, ce qui est quand même un peu dommage. Ils sont pas au fait du tout. Non. Ce qu'ils ont fait, c'est pas beaucoup. On est bien d'accord. Mais bon, ils sont gentils, ils sont là, ils t'aident, ils te réconfortent, ils te soignent, ils sont adorables. C'était à moi mais je savais pas. C'était à moi de leur dire non, pas plus que ça, et ça me suffit. Mais maintenant, je saurais. C'est ça, expérience, apprentissage. Voilà, tout à fait.
Tout à fait. Ouais, puis il faut avoir quand même, tu vois, être sûr de soi, quoi, quand même, parce que t'as quand même un gars en face de toi, c'est son métier. Tu vois, tu vas lui dire, bah non, 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 me fais pas ça. Et il va dire, bah, eh oh, Ouais, c'est qui le complètement. patron là? Et ça, tu dis, bah non, l'année dernière, on m'a fait exactement la même chose. Ça, tu vois, d'avoir un vécu comme ça peut servir. Ah oui, oui, Euh, c'est clair. Ah oui. Tu disais que tu t'étais perdu. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment, pourquoi et comment est-ce que tu as fait pour résister à cette envie de dire et merde, vous me faites chier, j'arrête tout. C'était le moment le plus dur. Je pars d'un refuge où j'ai bien dormi, 1 heure et demie. J'ai super bien dormi en bas, dans le calme. Et avant, j'avais super bien mangé. Il m'avait fait une belle assiette, adorable. Et je repars et le monsieur très gentil me dit, il y en a un qui arrive après vous, qui est reparti, il y a 10 minutes à faire. Oh, super. Donc, je repars en disant c'est que de la côte, je vais le rattraper. Et puis je monte, je monte, je monte. Donc tout à la trace GPX. Donc galère la trace GPX, hein, parce que on a beau te dire, ah si, mais tu t'entraînes chez toi, tu télécharges une trace et puis tu l'as fait. Ouais, ouais, ouais. Sauf que à mon contour, j'avais fait le 13, du coup j'avais téléchargé par exemple le 13 du Ménestrel que j'ai jamais fait. À un moment le 13 du Ménestrel, il faut tourner à droite. Il n'y a qu'un chemin chez nous. Tu le trouves, hein, qu'il soit à 20 mètres ou à 50 mètres, même si c'est pas précis, tu le trouves, il n'y en a qu'un. Sauf qu'en haut de montagne, faut tourner à droite en plein caillou, t'as pas de chemin. Tu as des chemins de randonnée, des fois, mais tu les trouves pas. Et puis quand tu es en haute altitude, c'est que du pierré, t'as pas de chemin. Donc tu te repères des fois au petit totem de cailloux pour les randonneurs, tu vois des traces de peinture jaune, sauf que la nuit, tu vois ni l'un ni l'autre. Déjà c'est compliqué et tu te perds. Et ta trace, voilà, c'est très, très chaud. Et donc on monte, et à un moment, il faut tourner à gauche. Je sais qu'il faut tourner à gauche. Je regarde à gauche, c'est un ravin. Donc c'est pas là. Et, euh, et je me rappelle au départ où je parle les premiers kilomètres avec un mec qui avait fini l'année dernière, dernier Tour des Glaciers, je raconte à tout le monde, donc il avait fini. Et il fallait des cartes sur nous, des cartes pour nous guider qui sont illisibles, mais c'est obligatoire. Et je lui dis, j'ai pris les cartes, je vais foutre à la poubelle. Ah bah, je dis, moi ça m'est servi l'année dernière, un endroit où il fallait tourner à gauche, et je trouvais pas, j'ai sorti la carte et c'était un peu plus haut. Et comme là, il faut tourner à gauche et je trouve pas, je me rappelle de ce qu'il m'a dit, je me dis, c'est un peu plus haut. Bon. Donc je continue à monter, et là, je tombe sur de la peinture jaune, donc un chemin de randonnée, et un chiffre 9. Et du coup, me voilà rassuré, je retrouve une trace de randonnée, puisqu'on est souvent sur des chemins de randonnée quand même. Je retrouve une trace de randonnée avec un chiffre 9. Donc, je suis cette trace et c'est chiffre 9. Je vois bien que erreur de ma part, erreur. Je vois bien que je continue à m'éloigner de la trace, mais je reste persuadé de ma connerie que j'ai trouvé un chemin et que c'est le bon chemin. Donc je monte, et puis on monte à 3000, 3100, 3002, 3003. Le Tour des Glaciers ne va pas au-delà de 3003. 3004, 3005. Je suis sur des crêtes avec des cordes. Je fais même un film que j'ai gardé dans mon téléphone où je dis, en plus, à petit, je dis, ouais, regarde où il faut passer, il y a des cordes, machin, c'est super dangereux. Tu es en haut de crête, tu es sur des crêtes avec des cordes, je suis en pleine nuit. À un moment, tu as même une passerelle, un pont entre deux, d'accord. Entre deux, tu es sur le haut des crêtes, ils ont mis un pont, passerelle, corde, machin. Voilà, et puis je continue, j'arrive à un refuge. Ça me rassure. En plus, ce refuge-là, les toilettes sont allumées. Ça me rassure. Je rentre, je vais aux toilettes, je remplis l'eau. J'ai raison. Je vais dans le refuge, personne, tout est éteint. Moi, je me dis, ils avaient marqué sur le site de leur gars que des fois, les refuges, il y aura peut-être personne, il faudra émarger une feuille. Je cherche la feuille, je la trouve pas. Je prends quand même de la bouffe dans le refuge. Alors, ça s'appelle du vol, du coup, parce que c'était pas un refuge hors déchirant, donc hors des glaciers. Donc, j'ai dû piquer un peu de bouffe du petit-déj le lendemain matin. Et puis je ressors, puis je recharge ma trace, je la trouve pas. Et puis là, tu commences à tourner en rond. Tu comprends que tu es très très loin. Tu sais plus quoi faire. Donc, tu es en pleine nuit, tu appelles ta femme. Quand ça va pas, j'appelle ma femme. Ce qui est pas très bien malin non plus, parce que à part, euh, créer de l'angoisse pour ma femme qui sait pas où je suis en pleine pampa, voilà.
Donc j'appelle ma femme, j'essaye d'appeler le numéro du tort que j'avais enregistré, et de toute façon qui est sur le dossard. J'arrive pas à les joindre. Je finis par déclencher ma balise GPS. Donc alors ils mettent du temps quand même. Puis ils te rappellent après. Mais Jean-Marc, t'as déclenché ta balise? Je suis un peu perdu, j'essaie de vous appeler. Et puis, mais qu'est-ce que tu fous là-haut? Et il me dit, t'es à 1 km, 2 km en France, en pleine montagne. J'ai fait que de monter dans ta caillasse. Imagine le temps. Et il est 2h30 du matin, et il me dit, bah écoute, Jean-Marc, il y a un refuge. On a appelé, il est demain matin 6h30. Voilà, il est ouvert, mais je pense que les gens arrivent demain matin. Donc il y a deux solutions. Soit tu nous attends en refuge pendant 4 heures, et puis on va te chercher demain matin et on te remet sur la piste, sur la trace. Soit tu redescends, mais tu redescends doucement, parce que le test c'est super dangereux. Bah, j'ai bien vu que c'était dangereux. Mais t'es énervé net, t'es énervé. Donc forcément, tu prends l'option de redescendre, et tu redescends pas forcément doucement parce que t'es énervé. Bilan des courses, j'arrive à retrouver la trace, et l'histoire, je retrouve la peinture jaune et un chiffre jaune qui était le 8. Et moi j'ai ici le 9. Donc je retrouve la trace, et puis j'ai perdu 5-6 heures dans l'histoire. Le japonais que j'avais largué la veille, qui courait tout le temps, qui relançait tout le temps, le japonais revient sur moi, on reste ensemble jusqu'au refuge d'après. Refuge d'après, le japonais il mange, il se barre, la 20, vu tout ce qu'il a laissé en énergie et en temps, il s'arrête au refuge, revient quoi. Et ce moment-là, je me suis vu tout en haut là, à mes 3600, quand j'appelle ma femme, dire bon, c'est fini. C'est fini. Je vais être obligé d'abandonner le Tour des Glaciers parce que je me suis perdu. Et là, la blague quoi, la blague. Mais là, je pensais que c'était fini. Je ne savais plus où j'étais. Voilà. Mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est qu'à un moment, quand tu t'échappes de la trace de 100 mètres, 200 mètres, t'arrêtes quoi. T'arrêtes. Tu reviens sur tes pas et tu recherches. Tu fais pas ce que j'ai fait. Tu fais pas ce que j'ai fait. Mais parce qu'un mec au départ me dit à un endroit c'était plus haut, et parce que je trouve un chemin de randonnée avec du balisage à peinture jaune, voilà, ces deux facteurs-là me disent, ils me rassurent, me disent t'es sur le bon truc, continue, connerie. Connerie, voilà. Oui, et puis il y a aussi le manque de sommeil, peut-être un peu moins de lucidité, de se raccrocher à quelque chose auquel tu veux croire. C'est ça. Il y a aussi tout ça. Alors, après perdu, je te promets que là, par contre, t'es réveillé. Je t'en pleine nuit. Là, t'es réveillé. Là, tu te sors costaud. Là, tu dis, putain, je vais remonter tout le monde. Et honnêtement, tu repars comme ça. Sauf que ça tient 1 ou 2 heures, et après, le sommeil revient. Et t'as envie de dormir. Mais par contre, ça te réveille bien. Ça te réveille bien. Ça, c'est sûr. Mais voilà, donc c'est de ma faute. Voilà, alors, je me suis perdu là. C'était la nuit du mardi, je crois. Et puis la nuit d'après, bis repetita, la nuit d'après, perdu un endroit, je me perds à une ferme. Un chemin qui t'amène jusqu'à une ferme, et puis là, je reste 1 heure sur place, ça tourne en rond, je trouve pas. J'appelle mon assistance, Marc, en pleine nuit, ma balise qui marchait plus avant, qui a été réparée, il arrive à me guider. Marc arrive à me guider. Je ne trouve pas la trace, ma monte, parce que des fois la trace sur la monte, tu dis à droite, tu vas à droite, tu avances évidemment à gauche, tu vas à gauche et tu dis à droite. T'en finis pas. Tu es toujours entre deux, tu n'arrives pas à avancer. Et là, Marc arrive à me mettre en ligne, ça a pris 1 heure, au même endroit, tourner en rond pour retrouver la trace. Donc il y a eu cet endroit-là, et puis après il y a eu le mont gelé qui s'appelle, au pied d'un glacier. On y passe alors déjà pour monter que Pierret, descente, pleine nuit Pierret, pareil, je trouve pas mon chemin. Alors là, tu peux les trouver qu'avec les petits totems faits par les randonneurs, sauf que la nuit, les totems voilous, tu les vois pas. Donc là, je m'attends fou. Et puis sur ce mont gelé, je connais le lieu. J'y suis passé en 2020, Swiss Peak. Je connais, et Swiss Peak, il y avait le drapeau, je me rappelle Jérôme Lucas qui dit « Ah, fais passer à gauche », on dit « Fais passer à gauche ». Sauf que là, la trace m'amène pas à gauche, elle m'amène au milieu. Donc, j'écoute la trace, parce que tu sais pas, quand on sort, si c'est après le même parcours ou pas. Donc, je suis au milieu, tu avances ton bec mal, et puis à un moment, tu arrives, boum, falaise. Voilà, tu regardes ta montre, tu vois sur ta montre qu'il y a un lac, plus loin, avec ton parcours qui longe le lac. Du visu, tu vois le lac, et puis tu es en hauteur et tu regardes en bas.
Et là, bah, deux solutions, soit tu descends de t'es là, et tu sais que ça va être chaud, soit tu rebrousses chemin, et tu sais pas par où passer. Donc j'ai pris l'option 1. Donc là, tu es sur des gros, tu es sur des rochers, là, sur la montagne, mais avec de la caillasse, des petits cailloux, des moins petits, des plus gros. Tu sens que si tu descends directement comme ça, tout va partir, tu vas partir avec, et puis à chaque fois, c'est des coups de 5-10 mètres. Donc bah, tu t'assois, je te jure, c'était ça. Tu mets des gros coups de pied dans les cailloux, ça c'est goulet. Comme ça, après, bah, tu plus ça. Tu peux descendre de 3 mètres en t'accrochant au rocher, puis sur les fesses, une short à pêcheur. Et puis tu recommences l'opération plein de fois, à faire ébouler les cailloux qui t'émeublent sous toi pour pas rouler avec. Et tu descends comme ça. Et tu descends comme ça, et t'en chies. Et là, j'arrive après un refuge, j'ai galéré, où Marc me dit que je suis 6e. J'ai jamais été 6e. J'ai toujours été 9e, 10e. T'es 6e, et là, je comprends que à cet endroit-là, je me suis perdu, mais j'étais pas le seul. Et sauf qu'ils arrivent tous derrière, et moi, je suis mort. Donc, je vais dormir 1 heure, et les autres, ils se sont pas arrêtés. Alors, c'est peut-être là que j'ai fait une erreur, j'aurais peut-être dû repartir avec eux. Mais voilà, j'étais cramé, j'avais envie de dormir, et puis il reste encore une journée. Et cet endroit-là aussi, très très chaud. Et au refuge, tu dis aux gens, c'est complètement dangereux. On n'est pas sécurisé, il n'y a rien. Et le monsieur me dit, c'est la 3e année, chaque année c'est pareil. Il me dit, il va falloir le dire à l'organisation parce qu'un jour il y aura un drame. Quoi. Oui, il y aura un drame. Il y a des endroits trop dangereux. C'est pas sécurisé, il n'y a personne. Et puis c'est des endroits dangereux où tu cherches ton chemin. Voilà, 3 petits fanions. Ouais, je pense que ce serait la bonne idée. Ça éviterait que des gens aient à descendre des falaises complètes comme ils peuvent à Manu. Donc ouais, il y a des endroits très très chauds. Tu vois, tu disais juste avant, j'appelle ma femme et puis je lui dis que je vais devoir abandonner. Et puis tu dis juste après, je vais quand même pas abandonner parce que je me suis perdu. Alors que finalement, le Thor des glaciers, dans son fondement, il y a quand même cet esprit orientation. Et abandonner parce que tu t'es perdu, ça, en fait, finalement, j'ai l'impression que ça arrive à plein de gens. Ouais, mais c'est pas envisageable. Alors, tu sais, on parle des fois de préparation mentale. J'étais ce matin dans une école avec des gamins qui me suivent pendant 8 jours. Et il y en a un qui me demande notamment préparation mentale. Alors là-dessus, j'en sais rien et j'ai pas de conseils à lui, on est tous différents. Par contre, ce que je lui dis, c'est que j'essaye de tout anticiper, de tout envisager et que ce qui va arriver ne perturbe pas mentalement. Casse de matériel, je prévois tout en double, en triple. Voilà, rien ne doit venir me perturber. Ben, il y a un truc, François, que je n'avais pas préparé mentalement, c'était de me perdre. Et là, ça m'a mis une calotte. Parce que ça, pour moi, c'était pas envisageable, malgré que je savais que, et ça me faisait stresser ce manque de balisage et tout à la trace. Et qu'est-ce que j'en ai parlé tout l'été. C'était mon angoisse, et moi, c'est avéré réel. Mais je m'étais pas préparé à me perdre. Et effectivement, le moment où tu es perdu, tu t'assois là, tu as envie de pleurer, et tu te dis, c'est pas possible, je vais pas abandonner cette course-là, parce que je me perds, quoi. Et donc là, tu te ressaisis, là, et tu repars. Mais non, c'est pas possible, tu peux pas abandonner, de toute façon. Et puis moi, j'ai toujours dit, voilà, j'ai un but, c'est d'aller au bout, donc je pars du point A, je dois aller au point B, et j'irai, sauf blessure grave et extrême, mais j'irai, et c'est pas non plus, peut-être 15, et c'est pas de me perdre qui va faire que voilà, j'arrête. Et alors, comment tu te ressaisis? Donc, je suis pas bien, j'appelle ma femme, en plus elle capte pas, on n'a pas le temps de causer. Bah, je me ressaisis qu'une fois que j'ai leur gars qui me dit dans 4 heures on te remet dessus ou tu redescends, bon, tu sais qu'il y a une solution. Tu sais qu'il y a une solution dans 4 heures. C'est pas celle qui m'arrange, mais il y a une solution. Donc tu prends l'autre solution qui est tu redescends tout seul et puis tu repars et tu te ressaisis comme ça. Tu te ressaisis comme ça en repartant en disant je vais retourner sur mes pieds et puis je vais essayer soit de retrouver la trace, soit à un moment, bah écoute, une fois que tu es à peu près dessus, tu t'arrêtes, tu t'assois, tu t'attends sur un rocher que quelqu'un arrive. Sauf que le problème, il y avait des fois 2, 3, 4 heures entre nous, donc tu peux attendre longtemps, mais tu te ressaisis parce que tu es dans la course, parce qu'il est hors de question d'arrêter, pour tous les sacrifices que toi tu as fait, que ta famille surtout a fait, ta femme, tes enfants, de devoir partir courir tous les dimanches matin, ça les saoule des fois, il faut être clair. Il faut être clair que des fois, voilà, tu es en vacances l'été, tu vas courir, voilà,
je sais que ça les gonfle. Donc par respect pour eux et tous ces sacrifices, ouais, tu te ressaisis et tu vas au bout. Ouais. En tout cas, c'est ma mentalité, c'est ma prépa mentale. C'en est une puissante, hein, pour la petite histoire. Mon assistant sur la TDS a vécu ça, une femme qui disait à son mari qu'il voulait arrêter à une basse vie. Il a vécu comme ça une engueulade. Tu m'as fait chier pendant des mois avec ta préparation. Je peux te dire que tu vas repartir. Et ben il est reparti. Ah ouais, mais en même temps, elle a raison. Elle a raison. Parce non, mais on les fait chier, faut être clair. Il y a la prépa couverte tout le temps. Il y a après, quand on rentre de plus en plus dans la course, prépa logistique, moi, la table chez moi ici, ça devient un foutoir, il y en a partout, ça dure pendant 2 semaines. Et puis ci, et puis ça, puis à chaque fois j'échange avec ma femme, je la gonfle. Donc ouais, tu peux pas arrêter parce que voilà, non, tu peux pas, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Et pourquoi appeler ta femme? Eh ben écoute, sûrement parce que c'est ma femme, parce que je suis avec elle depuis qu'on a 17-18 ans, j'en ai 43, parce que c'est la personne en qui j'ai le plus confiance, et parce que c'est la personne qui me soutient le plus, même si mes assistants me soutiennent énormément. Et après j'ai mes assistants, hein. Mais parce que quand ça va pas, finalement, je me suis aperçu de ça pendant la course, que ma plus grosse douleur au genou, bah, c'est ma femme que j'ai appelée. Je me perds, c'est ma femme que j'appelle alors qu'on est en pleine nuit. Hein. Ce qui est complètement con, hein, parce que je la réveille et je l'inquiète, mais bah, je sais pas pourquoi, François, parce qu'elle a toujours été là pour me soutenir et que voilà, que c'est elle que j'appelle. Et du coup, ben, l'arrivée, avant de la faire avec mes assistants, dernière ligne droite, où ils filment, toute la descente route où je sais, voilà, je connais Courmayeur, je sais que c'est la fin. Il est 3h30 du matin, j'appelle qui? Ma femme. Ma femme en visio, je fais l'arrivée avec elle. Parce que c'est complètement con parce que je la réveille, mais voilà, j'ai d'abord fait la pré-arrivée avec ma femme en visio et puis après avec mes assistants. Ouais, c'est ma femme que j'appelle. Ouais. Alors que c'est pas elle qui va me remettre sur la trace, c'est pas elle qui va soigner mon genou qui a mal, mais c'est elle que j'appelle. Mais c'est loin d'être con parce que derrière ma question, en fait, on dit souvent qu'il faut comme ça quelqu'un qui puisse nous remonter le moral. Il y a toujours quelqu'un comme ça dans notre entourage qui va avoir les mots ou qui juste le fait de l'entendre, de lui parler, même qui dit rien des fois. Ouais, alors tu sais, quand je l'appelle à mi-course que j'ai mal au genou, tu sais ce qu'elle m'a dit pour me remonter le moral? Je t'écoute. Attends, tu es parti de faire 450 km. Tu crois pas que tu vas les faire sans avoir mal quelque part? Ouais. Donc ton mal de genou, bah, ça va passer. D'accord. Bon, bah écoute, bonne journée ma chérie. Ah, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Tu crois quand même pas que tu vas faire cette distance-là sans avoir mal quelque part? Bon, bah effectivement, vu comme ça, en même temps, elle avait raison. Elle avait raison. Donc voilà. Donc ça m'a reboosté. Non, après ça, tu vois, je suis arrivé à un refuge, tu manges, tu dors 1h30, ce que je t'ai dit tout à l'heure, dormir permet quand même de faire du bien au corps. Et puis tu reprends, tu vois. Alors Jean-Marc, on a beaucoup parlé de tes galères quand même pendant ce podcast. Quels sont les moments que tu retiendras hormis ces moments de galère? Il y en a beaucoup. Alors tu retiens pendant la course, effectivement. Pendant la course, tu es souvent dans le dur. Quand tu as ta femme au téléphone, tu dis c'est bon une fois plus jamais. Après la course, tu sais comment c'est, hein, tu penses. Forcément, tu te rappelles les moments compliqués, mais tu as beaucoup de bons moments qui reviennent, et heureusement, c'est pour ça qu'on y retourne. Il y a plein de choses que je vais me rappeler. Il y a tout ce départ et cette première nuit, journée et début de deuxième nuit avec Lucas Papi, parce que voilà, je parle de Lucas Papi, parce que moi, c'est un mec que j'ai rencontré en 2017. Je savais pas qui c'était. Je fais ma première diagonale avec lui, et en toute transparence, dernière descente, il m'attend, il me fait doubler par 3-4, je crois. Dont un, j'ai retrouvé depuis un qui avait pas de casquette à l'époque, il nous dit de fin de dernière descente, il s'arrête en bas avec son t-shirt, et je crois bien que c'est une casquette verte. Je regarderai le classement, mais je crois bien que la diagonale 2017, il fait 82 quand on fait 83. Et ce gars-là, Lucas Papi, accessible pour tout le monde, accessible pour tout le monde. Il a un grand cœur, il est aimant comme voilà. Donc moi de partager un bout de course avec lui, c'est génial, parce que tu sais qu'une fois qu'il est parti, tu ne reviendra pas. Donc ça, tous ces paysages de montagne, je dis toujours, voilà,
quand je suis dans mes montagnes, c'est pas les miennes. C'est magnifique et on est souvent isolé, mais moi, tout ce paysage, ces animaux, ce carillon de cloches dans les vaches ou les chèvres, ça c'est magnifique. Le lever de soleil le matin, c'est magnifique. Et après, il y a tout ce côté humain qui va autour de ça. Alors, et je finirai par eux, mais il y a tous les messages que j'ai reçus, tous les messages que j'ai reçus. Ma montre GPS connectée à mon portable, du coup, j'ai remarqué que quand tu reçois un Messenger ou un SMS, tu le reçois sur la montre. Alors effectivement, tous les jours c'est ça, mais tu ne reçois pas beaucoup. Et là, pendant la course, tu reçois. Tu dis waouh, parce que tu es seul, cette femme de fou. Et effectivement, sur Facebook, j'ai fait un appel où je reçois vos messages, envoyez-moi vos messages, ça me fait du bien. Oh, c'est parti. J'ai mis 15 jours à répondre. Donc, J'ai joué le jeu aussi, j'ai envoyé. C'est parti le message, génial, génial. Et puis certains du commun, c'était un petit peu comment pour faire popo. Dépêche-toi, c'est l'heure de l'apéro. Ça me faisait bien marrer. Et sur ça, plein de messages. Mais c'est con, hein, mais ça fait un bien fou. Et puis ce que je vais retenir, c'est alors, ma famille, tu as compris, hein, qui sont voilà, à me supporter toute l'année, qui sont toujours là avec moi, et je les remercie. Et puis c'est mes deux gars qui depuis 3 ans prennent des vacances pour moi, viennent m'assister, me supportent avec des humeurs. Alors, j'essaie d'être gentil, mais des fois ils disent que je prends. Alors je crois que cette année j'ai pas voulu. Parce que non, les mecs ils sont là, ils prennent des vacances pour toi, ils vont faire ton assistance pendant une semaine. Alors il y a 2 ans, le contexte était différent, ils étaient tous les deux seuls. Aujourd'hui, il y en a un qui est en couple, qui a une petite fille qui a 1 an et demi. Là, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Donc il y a sa femme et sa petite fille, voilà, une semaine et demie pour venir faire l'assistance d'un Gugus qui fait 450 bornes dans la montagne. C'est grandiose ça, François, c'est grandiose. Donc voilà, donc eux, c'était promis que c'était la dernière de toute façon. Donc voilà, j'aurais redemandé une fois de plus. Je pense que je les ai assez utilisés, sauf vraiment s'ils veulent venir de même, c'est en tout cas pas moi qui leur demandera de faire, voilà, parce que c'est des concessions pour eux. Et ces gens-là sont devenus des amis. Maintenant, il y a un deal, c'est que tous les ans ils viennent faire une Mistral, et puis c'est surtout qu'ils viennent passer donc la maison. Donc voilà, je vais retenir tout ce côté, finalement, je t'ai parlé des coureurs comme Lucas Papi, je t'ai parlé de ma famille, je t'ai parlé des messages que j'ai reçus, et je t'ai parlé des assistants. Donc, le côté que tu retiens beaucoup, c'est le côté humain. Voilà, tous les gens qui gravitent autour de ces choses-là, de ces projets-là, de ces courses. On rencontre que des belles personnes et c'est magnifique tout ça. Il y a le côté nature, paysage et à la course, mais il y a surtout ce côté humain, surtout ça. Ouais, c'est au-delà du classement et du temps passé et Tu vois, de ouais, toutes les galères, ouais, c'est ça qu'on retient. pour tout ça, je t'ai pas parlé de la ligne d'arrivée du classement, tu vois. Alors que c'est forcément quelque chose qu'on retient, une ligne d'arrivée, mais tu vois, ouais, c'est pas mal ça. Parce que oui, c'est pas la première chose qui me vient en tête. Ouais. Comme quoi. Comme quoi, c'est secondaire. Non, et puis tu vois, c'est tellement d'émotions parce qu'on est à vif. Il y a des gens qui sont là pour nous aider. On a tellement envie de les remercier parce que si tu te demandes mais pourquoi est-ce qu'il vient m'aider, moi là. Et puis je suis là, il y a un côté vachement égoïste en fait dans notre sport. Alors que je pourrais être avec ma famille, mes enfants, et puis en fait, puis tu t'arrives au bout de quelque chose et tu repenses à tout ça, quoi. Ah, mais il y a un côté très égoïste, hein, je suis d'accord avec toi. Bien sûr. Bah oui, même si on dit que non et on essaye que non. Bien sûr que si. Mais oui. Bien sûr que si. Jean-Marc, on a fait un beau tour avant, pendant, après. Alors forcément, j'imagine qu'il y a plein de choses qu'on aurait pu détailler, rentrer plus en profondeur. On fera un épisode 415. Voilà, c'est ça. Quand tu feras 3 fois le tour du monde, parce que vu que à la vitesse où tu augmentes les distances. Non. Là, c'est assez. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter, peut-être pour clôturer notre échange? Non, je vois pas, à part te remercier de tes podcasts, parce que, comme tu avais écrit, j'étais pas forcément assidu à les écouter. C'était tous les mercredis soirs à un moment. Un moment, c'est fini ça. J'étais pas forcément assidu à les écouter, mais quand j'ai préparé ma course, je me suis dit, oh là là, comment je vais faire 6 minutes dehors? Il faut que je m'occupe, quoi. Et du coup, j'en ai pris plein, et je les ai mis sur ma musique, là, sur mon casque où j'ai de la musique, et tu m'as accompagné pendant 6 et demi, quoi. Alors certains, je les ai réécoutés. Ouais, tu m'as accompagné avec tes invités. Parce que quand tu es en pleine nuit, tu as envie de dormir,
La musique, moi, ça m'endort. Même si tu mets la musique qui bouge à un moment. Par contre, une émission te tient éveillé parce que tu écoutes les gens. Donc voilà, donc merci à toi pour ce que tu fais et de m'avoir accompagné pendant ma semaine au Tour des Glaciers. Eh ben écoute, je suis très content que l'Instinct Outdoor ait participé au Tour des Glaciers. Ah oui, complètement. C'est génial. Trop cool. Bah écoute, merci pour ton message et puis merci d'avoir participé à nouveau au podcast dans cette nouvelle version parce que tu as connu l'ancienne. Oui. Merci encore Jean-Marc et puis ben à bientôt sur le Ménestrail ou ailleurs. Eh ben écoute, merci à toi François et ben rendez-vous en décembre si tu viens au comptoir. Il se pourrait bien. Eh ben écoute, on se verra là-bas, autour de la buvette. Exactement. Allez, parfait. À bientôt. À bientôt. Salut François. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt!